Bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un coin de Tokyo souvent, assez discret. Takinagawa, dans l'arrondissement de Kita. Oui, c'est ça. À première vue, ça ressemble à un quartier résidentiel plutôt calme. Exactement. Mais en regardant les documents qu'on a rassemblés, des chroniques locales, des guides, des infos sur l'urbanisme, même des archives, on découvre une histoire beaucoup plus riche en fait. Tout à fait. Une histoire qui nous emmène de l'époque d'Edo, traverse l'industrialisation Meiji, et même une certaine effervescence culturelle à l'époque Taisho. C'est ça. Et notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de mettre en lumière ces récits cachés, tu vois. Ces petits trésors qu'on ne remarque pas forcément, pour comprendre ce qui fait vraiment l'âme de Takinagawa. Une sorte d'exploration en profondeur, quoi. Voilà. Alors, on se lance? Allons-y. Bon, commençons par le début. Le nom, Takinagawa. D'où ça vient? Alors, apparemment, ça viendrait de la rivière Shakuji, juste à cet endroit, près d'Oji. On l'appelait la rivière Otonashi. Et son courant était assez rapide. Rapide au point de ressembler à une cascade. Taki. C'est l'idée, oui. Ça évoquait une cascade. Et ce nom, il est pas récent du tout, hein. Ah non. Non, on le trouve déjà dans des chroniques de l'époque Kamakura, le Genpei Jyō Suiki par exemple. Ça parle d'un campement de Minamoto no Yoritomo juste là, à Matsuashi, en 1180. 1180. D'accord, ça situe bien l'ancienneté du lieu, effectivement. Oui, et même avant ça, les sources indiquent que la zone s'appelait Iretsuka-go. C'était le cœur du domaine du clan Toshima. Ah, le clan Toshima. Et il y a un lien avec le sanctuaire Hiratsuka qu'on trouve pas loin. Exactement. Certaines légendes locales le relient même à Minamoto no Yoshiie, un guerrier du XIe siècle. Donc on voit bien que c'est un lieu avec une histoire profonde, bien avant même qu'on parle d'Edo ou de Tokyo. Puis arrive l'époque d'Edo. Et là, Takinagawa change un peu de visage, non? Oui, ça devient plus paisible, en quelque sorte. D'abord, c'était des terrains de fauconnerie pour les shoguns. La classe. Et puis, petit à petit, c'est devenu un lieu de promenade, apprécié pour sa nature. Surtout pour ses érables en automne. Les fameux érables de Takinagawa. Près du temple Kongoji, c'est ça. On le surnommait Momiji-dera, le temple des érables. C'était tellement célèbre qu'Hiroshie, Le grand Hiroshie. lui-même, il l'a peint dans ses 100 vues célèbres d'Edo. L'estampes s'appelle Oji Takinokawa. Incroyable. Et le mont Asukayama, juste à côté, devient populaire aussi à ce moment-là, non? Avec les cerisiers. Tout à fait, planté sur ordre du shogun Tokugawa Yoshimune d'ailleurs. Donc oui, un lieu de détente et de contemplation très prisé des habitants d'Edo. Et ce qui est fou, c'est qu'on peut encore retrouver des traces de ça aujourd'hui. Absolument. Et c'est ça qui est fascinant. Le temple Kongoji, le Momiji-dera, il est toujours là. S'y promener, c'est un peu comme faire un saut dans le temps, dans l'estampes d'Hiroshige. Ça doit être quelque chose. Et juste à côté, il y a le parc Otonashi Shinsui. C'est un autre trésor caché, si tu veux. Il a été aménagé sur un ancien méandre de la rivière Shakuji. Ah, ils ont recréé le paysage de la rivière. Exactement. Ils ont recréé ce paysage aquatique d'autrefois. C'est très réussi. D'ailleurs, il est classé parmi les 100 meilleurs parcs urbains du Japon. On y ressent vraiment cette histoire de rivière-cascade. C'est une trace très tangible de l'époque d'Edo. Superbe. Mais bon, cette tranquillité, cette beauté naturelle d'Edo, elle ne dure pas éternellement, j'imagine. Les ères Meiji et Taisho arrivent, fin 19e, début 20e. Et là, c'est la révolution industrielle. Fini la contemplation, place aux usines. Changement radical donc. La rivière devient une source d'énergie hydraulique. Oui, radical, c'est le mot. Takinagawa se transforme en pôle industriel. C'est assez impressionnant en fait. Qu'est-ce qu'on y trouvait comme industrie? Des choses assez stratégiques. Il y avait l'arsenal de l'armée impériale, notamment une usine qui fabriquait des détonateurs. Ah oui, quand même. Il y avait aussi de grosses filatures de coton comme Kashima Spinning ou Tokyo Spinning. Tiens, d'ailleurs, Tokyo Spinning a été maligne. Elle s'est installée sur un ancien site où il y avait une roue à aube du shogunat. Récupération intelligente de l'énergie. Bien vu. Et puis, un acteur vraiment majeur, l'Institut national de recherche sur le brassage. Très important pour moderniser la production de saké, de bière, etc. D'accord. Mais est-ce qu'il reste quelque chose de visible de tout ça? Souvent, ces vieilles usines, pouf, ça disparaît? Justement, à Takinagawa, on a de la chance. L'ancien bâtiment principal de l'Institut de recherche sur le brassage, un beau bâtiment en briques rouges, il est toujours debout. Ah ouais? Et pas juste debout, il est classé bien culturel important du Japon. C'est assez rare pour un bâtiment industriel de cette époque. Et on peut le voir? C'est un musée? Le site autour est devenu un parc public, le Jozo Shikenjo Atoshi Koen. Donc oui, on peut admirer ce témoin de l'architecture industrielle, se promener. C'est une belle préservation, en plein Tokyo.
C'est une super info, ça. Un vrai trésor caché. J'ai lu aussi une histoire un peu étonnante hein, sur une autre usine, la Tokyo Onkyo Sandé Paint Manufacturing. C'est un nom compliqué. Oui, Qu'est-ce que tu as lu? qu'elle fabriquait de la craie. À quoi? Pour les pigments, ça d'accord, mais aussi pour les premiers disques phonographiques. C'est vrai ça? Ah oui, c'est tout à fait ça. De la craie ou plutôt une poudre blanche, très fine, qui entrait dans la composition des premiers disques 78 tours. Assez inattendu, hein? Carrément. Mais alors, est-ce qu'il reste un lien aujourd'hui? Une trace de cette activité? Un peu artistique finalement. Alors, l'usine elle-même, non, elle a disparu. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le côté artistique, parce que le quartier autour de cet ancien site, il a gardé une certaine atmosphère un peu industrielle, un peu brute peut-être. Oui? Et aujourd'hui, on y trouve pas mal de petits ateliers d'artistes, des galeries d'art indépendantes, des antiquaires. C'est comme si cet esprit fabricant, cet ADN un peu créatif, avait muté, tu vois. C'est plus une ambiance, une continuité d'esprit qu'un bâtiment précis. Je vois. Un héritage plus immatériel, en quelque sorte. Et il y avait aussi une usine de briques, non? Des briques spéciales. Oui, Takinagawa Refractory Brick. Des briques réfractaires essentielles pour les fours industriels, les hauts fourneaux, et donc pour l'armée aussi. Et pour transporter tout ça, il fallait une logistique. J'ai cru comprendre qu'il y avait une voie ferrée un peu secrète. Exactement. Une ligne de chemin de fer spéciale, une branche de la ligne Akabane, construite exprès par l'armée pour acheminer discrètement ces matériaux stratégiques depuis l'usine de briques et l'arsenal. Une ligne secrète. Et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Un terrain vague, une friche. Eh bien non. Et c'est ça qui est génial. L'ancienne emprise de la voie ferrée, elle existe toujours, mais elle a été complètement transformée. Ah oui, En quoi? en chemin de promenade et en piste cyclable. C'est une sorte de coulée verte un peu cachée qui serpente entre Takinagawa Inchome et Nishigaoka. Pas mal. C'est une réutilisation vraiment sympa de l'espace. On se balade tranquillement là où autrefois passaient des trains militaires hyper importants. C'est assez poétique, je trouve. Oui, c'est une belle conversion, donc on a cette industrialisation massive. Et puis il y a eu le grand tremblement de terre du Kanto en 1923. Ça a dû avoir un impact énorme sur le quartier aussi, non? Ah oui, absolument crucial pour comprendre le Takinagawa d'aujourd'hui, ça. Le séisme a été terrible pour le centre de Tokyo, surtout à cause des incendies qui ont suivi. Oui, des quartiers entiers ont brûlé. C'est ça. Mais l'arrondissement de Kita, où se trouve Takinagawa, a été relativement épargné par les flammes. Moins de dégâts d'incendie. Du coup, Du coup, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui avaient tout perdu dans le centre sont venues chercher refuge ici, à Takinagawa et dans les environs. Et beaucoup sont restés. ah d'accord. C'est ça qui explique la densité résidentielle actuelle. Mais l'ère Taisho, c'était pas seulement l'industrie et le séisme. J'ai vu qu'il y avait aussi une dimension culturelle, éducative même. Cette histoire de district éducatif, Takinagawa Gakuenchi. Oui, tout à fait. L'ère Taisho, c'est une période bouillonnante au Japon, intellectuellement, artistiquement. Et Takinagawa a eu sa part là-dedans, notamment côté éducation. Avec l'école Jiu-Gakuen. L'école de la liberté. Exactement. Fondée en 1921 par le couple Rani, des pédagogues vraiment en avance sur leur temps. Ils prônaient l'autonomie des élèves, l'apprentissage par l'expérience, le respect de l'individu. Des idées très modernes. Et pour le bâtiment de l'école, ils n'ont pas fait les choses à moitié, si j'ai bien lu. Frank Lloyd Wright. Eh oui, incroyable, non? Ils ont commandé à Frank Lloyd Wright et à son disciple japonais Arata Endo le bâtiment principal de leur école primaire, le Myonichikan. La maison de demain. C'est fou de retrouver Wright associé à ce quartier. Mais attends, le Myunichiken, il est bien à Takinagawa. J'avais un doute. Alors techniquement, il est juste à la limite, dans l'arrondissement voisin de Toshima. Mais historiquement, culturellement et même géographiquement, c'est tout proche et complètement lié à cette histoire du district éducatif de Takinagawa. Et ce bâtiment, ah là là. C'est une pépite, imagine. On peut visiter. Ce n'est pas juste une école toujours en activité. C'est une pépite, oui, et on peut tout à fait visiter. Il est classé bien culturel important, il est magnifiquement préservé. Ce n'est pas une école en activité comme avant, mais ce n'est pas non plus un musée froid et figé. Ah, On peut vraiment admirer l'architecture de Wright, la lumière, les détails, les espaces. Et le petit plus, c'est qu'on peut même prendre le thé dans l'ancien salon. non. Si. C'est une immersion totale dans l'ambiance, dans l'idéalisme éducatif et l'esthétique de cette époque Taisho. C'est une expérience assez unique à Tokyo, je trouve. Ah ouais, ça donne vraiment envie d'y aller.
Décidément, Takinagawa réserve des surprises. J'ai noté aussi une autre histoire locale un peu insolite, celle du premier rucher moderne du Japon, Tamashi-en 1911. Ah, le miel de Takinagawa, oui. C'est encore une histoire étonnante. Tamahachion, créé en 1911, c'était effectivement considéré comme le premier rucher moderne du pays. Et il y avait même un miel impérial, c'est ça? Goyomitsu. Exactement. La petite histoire, c'est qu'il n'y avait pas très loin une résidence impériale temporaire, le Toshimagoten. Et le miel de Tamahachion était tellement bon, ou en tout cas si bien placé, qu'il était fourni à la cour impériale, d'où ce surnom prestigieux de miel impérial. C'est une anecdote savoureuse, c'est le cas de le dire. Mais est-ce qu'il reste quelque chose de cette tradition aujourd'hui? On peut trouver du miel made in Takinagawa? Alors, le Tamahachion originel n'existe plus, mais, et c'est assez étonnant, l'apiculture urbaine connaît un certain renouveau à Tokyo, y compris dans l'arrondissement de Kitan. Ah bon? Oui, du coup, même si ce n'est pas le Goyomitsu, on peut parfois trouver sur des petits marchés locaux ou dans certains cafés de quartier un peu pointus du miel produit localement, du miel de Takinagawa. C'est un joli clin d'œil à cette histoire, je trouve. Incroyable! Et c'est marrant de penser qu'avant l'industrie, avant même le miel impérial, la région était surtout connue pour ses légumes. J'ai vu ça aussi. Le gobo, la grande bardane et le negi, le poireau de Takinagawa. Absolument. C'était des variétés réputées à l'époque d'Edo. Ça nous rappelle le passé agricole du lieu avant que l'urbanisation ne prenne complètement le dessus. Encore une strate historique qui s'ajoute. C'est vraiment une superposition d'époque. Tout à fait. Et pour ajouter une dernière petite touche historique, un peu inattendue elle aussi, sais-tu qu'on trouve à Takinagawa la tombe d'une figure très connue de la fin de l'époque Edo? Ah non? Qui ça? Kondo Isami. Le chef du Shinsengumi, la milice de samouraïs. Sa tombe est là, au temple Jutokuji, c'est ça? C'est ça, au temple Jutokuji. Encore une connexion historique surprenante, un autre petit secret du quartier qui attire les passionnés d'histoire. Ça montre vraiment à quel point différentes époques se croisent ici. C'est fou. Et d'ailleurs, on sent encore une ambiance un peu hors du temps dans certaines rues commerçantes couvertes. Les Shotenbya, et comme la Takinagawa Ichibadori, avec leurs petits commerces de quartier, ça a gardé un certain charme traditionnel. Franchement, quand on met tout ça bout à bout, la rivière d'origine, les érables d'Edo, les usines Meiji, l'architecture de Wright, ce miel impérial, la tombe du samouraï, Takinagawa, c'est bien plus qu'un simple quartier résidentiel, quoi. Ah ça oui. C'est une mosaïque incroyable d'histoire, de strates. Pour moi, ça illustre parfaitement comment Tokyo s'est construite, en fait. Couche après couche, avec des transformations parfois brutales, mais toujours avec des traces qui restent. C'est exactement ça. L'histoire ici, elle n'est pas juste dans les livres ou les musées, elle est inscrite dans le paysage, dans ce bâtiment industriel devenu parc, dans ce chemin de fer transformé en promenade, dans l'architecture d'une école visionnaire, et même, comme on disait, dans le goût d'un miel local. Ouais, Et explorer ces gemmes cachées, comme tu disais au début, ça offre vraiment une perspective différente sur Tokyo, beaucoup plus profonde, plus nuancée que les circuits habituels. carrément. Et ça pose une question pour finir, je trouve. Combien d'autres quartiers de Tokyo qu'on croit connaître ou qu'on traverse juste comme ça, sans y prêter attention? Combien cachent en réalité une telle richesse d'histoire, de transformation? C'est une excellente question. Probablement beaucoup. Peut-être que ces petits ateliers de quartier, les mashikoba, qui existent encore à Takinagawa et autour, qui sont un peu les héritiers de cet ADN manufacturier dont on parlait, peut-être qu'ils nous disent quelque chose, tu vois, sur la capacité de l'artisanat, de l'ingéniosité japonaise à s'adapter, à survivre, à innover même, mais discrètement. Oui, cette résilience, cette capacité à se réinventer. Voilà. C'est peut-être une invitation finalement à regarder la ville différemment, à chercher ces histoires qui sont là, juste sous la surface, mais qu'on ne voit pas toujours.